qui va nous présenter, faire un petit retour d'expérience parallèle entre Lovable et Google AI Studio. Oui, et comme contributeur du livre blanc. Merci. Et comme contributeur du livre blanc, ce que je vous présente là est déjà obsolète, puisque les outils, ils n'arrêtent pas d'évoluer, et vous le verrez par vous-même. Et je vais remettre une pièce du coup dans la machine de Laurent sur la production de code. C'est que ce qu'on expliquait, c'est jusqu'à présent, quand on voulait créer une application, on avait certaines étapes à franchir, et souvent, ce n'est pas le métier au final qui réalisait l'application. Il arrivait avec son cahier des charges, ses schémas, au mieux des Figma, au mieux quelques designs qui étaient produits. Mais voilà, ça pouvait mettre du temps. Et puis surtout, il y avait la frustration parce que le délai était assez long pour réussir quelque chose. Avec les outils de vibe coding, donc qui a déjà testé ici des outils de vibe coding à la main levée? Ok, donc il y a déjà à peu près la moitié de la salle. Vous partez d'une idée et très rapidement, vous avez quelque chose qui est visible au travers d'un prompt. Et vous avez quelque chose très rapidement que vous pouvez mettre en live, vous pouvez mettre en production. Enfin, en production pour une démo. C'est quand même un peu mieux. Ça n'empêche qu'il y a quand même des sociétés qui arrivent à produire des outils, comme avec, ne serait-ce qu'avec Lovable, mais avec d'autres aussi, et publier le site pour qu'il soit disponible pour des vitrines. On l'a expérimenté, nous, l'année dernière, au mois de septembre, sur un événement qu'on organisait à Rennes, et qui a permis d'avoir ce genre d'application. Je ne me suis pas présenté, je travaille pour le groupe Rocher, et je suis basé en Bretagne. Et donc, ce type d'application, très rapidement, vous avez des solutions, et vous allez avoir des itérations. Et ce qui est vraiment génial, quand vous donnez ça dans les mains d'un utilisateur final, d'un métier, il arrive à avoir quelque chose qui correspond à ce qu'il attend. Et puis il va pouvoir le faire évoluer, faire changer le design. En fait, l'IA devient une co-créatrice, et je ne me suis pas concerté du tout avec Laurent sur l'écriture, mais vos développeurs, vos développeuses deviennent des orchestrateurs de ces outils. Et en fait, le vibe coding, qu'est-ce que c'est? C'est juste, j'itère en langage naturel, je génère une application. Alors quand on dit full stack, c'est-à-dire que j'ai tous les éléments technologiques pour mon application, de la partie web, enfin la partie visible de mon application, jusqu'au stockage de ma base de données, du stockage de mes applications, des accès en administration, de la sécurité. Tout peut être disponible directement sur une première itération. J'ai un feedback de ce que je suis en train de produire. Et si vous avez un métier à côté de vous, c'est extraordinaire parce que vous n'êtes pas en train de lui dire je reviens dans 1 ou 2 semaines, une fois que j'aurai fait passer mes premiers sprints, pour essayer de voir avec toi comment traiter ça. Et mon rôle change. Je deviens un orchestrateur de l'utilisation de cet outil et je peux lui donner des guides de bonne pratique. Finalement, je peux lui donner carrément l'outil et il se débrouille tout seul. Et on n'est pas dans une démarche no-code. Alors j'entendais no-vibe coding, ça commence à devenir compliqué, mais ce n'est pas du no-code. En fait, on a une nouvelle posture sur la façon de présenter ce type d'outil. On a une nouvelle façon d'interagir avec. Ce qui est important, par contre, quand on a ce genre d'outils, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ou vitesse et robustesse. On peut avoir des grosses surprises en termes d'audit de sécurité. Générer une application avec, je reprends Lovable, mais régénérer une application, faites juste un audit sécu et vous verrez que toutes les failles de XSS elles sont visibles, en fait. Elles sont tout de suite sensibles à ça. On se dit on peut vite faire un prototype et en faire de la prod. Oui, dans certains cas d'usage, c'est possible. Si on est en train de faire une application, juste un portail de présentation, ça peut devenir, on peut pousser ça en production. Par contre, si vous avez un formulaire de contact dedans, je vous invite à ne surtout pas la mettre en prod. Pas tel quel en tous les cas. Il ne faut pas oublier la sécurité. Et puis, un point important qui a été mon leitmotiv sur toutes les applications que j'ai créées, c'est une dimension numérique responsable. Qu'est-ce qu'on fait du RG2A? Il y a quelques années, j'ai voulu adapter une application qui avait déjà été mise en place pour avoir toutes les problématiques de responsabilité et d'accessibilité sur mon appli. J'ai abandonné parce que c'était trop lourd, trop compliqué. Là, on peut le mettre dès le début. Finalement, ce qu'on dit, c'est qu'en générant ce type d'application, il ne faut pas oublier l'architecture, il ne faut pas oublier le temps d'attente au démarrage de bien définir ce qu'on veut faire avec, comment on veut le générer. Je vais raconter 2 histoires sur mes Rex. La première, c'est un site événementiel. La semaine prochaine, on organise en interne, dans nos locaux à Paris, mais aussi sur 3 autres sites, des conférences autour de l'IA. On fait intervenir soit des personnes de l'extérieur, soit des gens de l'intérieur. Et jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une feuille Excel de l'événement, on en générait un slide, et puis on l'imprimait et on le diffusait sur les écrans. J'étais un peu frustré, en fait, après un événement sur l'IMA, en me disant, mais ce que j'aimerais bien, c'est savoir quelle est la conf que j'ai là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et qui parle? C'est qui cette personne? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, avoir le jour J, une application événementielle, mais aussi en amont, pouvoir m'inscrire et prendre anticiper. Concrètement, ma expression de besoin, plus court que ça, on ne peut pas faire, mieux. Je suis parti juste d'un texte et je suis parti des exemples qui avaient été produits l'année dernière, juste la présentation. Donc, vous avez les horaires, les jours, la description de l'événement. Et ma première version d'application, je lui ai demandé quand même de respecter, donc d'avoir un programme sur les 2 jours, être en français et en anglais. Et au final, la version anglaise n'est pas utile pour cette année.
Je voulais avoir le détail, je voulais avoir un mode sombre possible, je voulais que mon application fonctionne sur mon mobile, je voulais pouvoir naviguer avec le clavier si je n'avais pas de souris, et puis je voulais surtout que ça respecte les codes couleurs que j'avais sur mon design. Je ne suis pas du tout designer, mais l'application répond à mon besoin et répond aux besoins de nos utilisateurs. On a le détail de l'événement, et puis ça a été généré avec Lovable. Et à un moment donné, la personne qui est en charge de la création de l'événement me dit « ce serait bien que tu aies un petit bouton s'inscrire ». J'ai un bouton s'inscrire, et je me connecte directement sur une autre application. Tout cela en étant simplement sur du vibe coding, juste en décrivant mon besoin. Et pour être totalement honnête, cette application-là, la première fois, je l'ai déployée sur Lovable. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'accès, je n'avais pas de formulaire de contact, j'avais rien. Mais j'ai mis une page d'administration pour pouvoir gérer les différents textes, pour ne pas revibe coder ce que je suis en train de faire, et faire de la mise à jour, et pour pouvoir généraliser mon appli pour les autres années. Et pourquoi je dis totalement honnête? Parce que je l'ai déployé sur du GCP, je ne l'ai pas laissé sur Google Cloud, je ne l'ai pas laissé sur Lovable pour des problématiques de sécurité. Dans mon appli, je n'avais pas d'API key à stocker, je n'avais pas de stockage sensible, j'avais du code propre. Petite étoile. Code propre pour moi qui ne fait pas de front depuis des années. J'avais bien aimé l'expression d'une personne qui était avec nous qui avait dit « je suis un développeur rouillé ». Et clairement, alors ça me faisait rire parce qu'il avait moins de 30 ans, donc lui, développeur rouillé. J'ai 30 ans d'expérience, j'étais réellement rouillé sur du développement d'applications front, d'applications web. Pour moi, ça me paraît propre. Je l'ai fait auditer le code après, c'est pas aussi propre, il y a de la redondance, il y a de la duplication de code, mais au final, c'est lisible et c'est accessible. Et puis surtout, j'ai demandé dès le début que mon application soit responsive, respecte le RG2A. J'ai juste donné le lien vers le RG2A. Je ne suis pas sûr qu'elle respecte tout, mais au moins les standards de base sont présents. Je voulais qu'elle soit en mode sobre et je voulais pouvoir dégager les images. Et j'en ai pas tant que ça finalement dans mon appli. Et finalement, ce que j'ai mis là, qu'on peut imaginer que ce soit des contraintes, respecter les standards, respecter la sécurité. J'ai oublié ici aussi respecter du OWASP, donc tout ce qui est normes de sécurité sur les sites web. C'est pas un correctif, c'est un point d'entrée, ce sont des éléments d'entrée d'architecture sur mon appli. J'ai réussi à générer rapidement une appli, j'avais quelque chose qui était visible, ce qui finalement, on se dit, un truc comme ça, je ne l'aurais pas fait, parce que je n'avais pas le temps et les compétences pour le faire. J'ai plein d'autres activités à côté, je n'aurais pas fait de développement. Je ne pouvais pas le demander à mes équipes non plus, parce que derrière, c'est quoi l'investissement et l'intérêt qu'on peut avoir, à part demander à un alternant de le réaliser. C'était un peu violent pour un délai assez court de réalisation, puisque l'idée c'était fin décembre et l'objectif c'était que fin janvier, j'avais quelque chose qui soit fonctionnel. En temps réel, pour faire une première démo, le présenter et de me dire « ok, je vais un peu plus loin », je suis arrivé une journée. Et au final, le fait de vouloir déployer sur une infrastructure un peu plus lourde, j'ai mis une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours, mais je n'ai pas fait que ça en fait. Je laisse l'application, je laisse le truc tourner à côté, je regarde le résultat pour voir si ça colle ou pas. Mon deuxième expérience, c'est une appli. Alors, la première, aujourd'hui, j'ai 2000 personnes qui peuvent l'utiliser et je la décommissionne mardi soir, normalement, mercredi matin, peut-être au plus tard, parce qu'elle a rendu le service que je voulais et je reverrai dans un an si on ne peut pas l'améliorer, si on ne peut pas la changer, mais j'ai réussi à créer quelque chose qui est accessible et utile rapidement. La deuxième, c'est un sujet de veille techno. Je pense que pour les gens qui sont présents dans la salle, ça vous arrive assez souvent. On a plein d'actualités, en particulier autour de l'IA. Et si vous commencez à vouloir scanner des sites web, vous commencez à être bloqué. Beaucoup de sites bloquent maintenant la possibilité de scraper, et ce qui est plutôt une bonne chose pour éviter la diffusion d'informations. Mais ils ont toujours des flux RSS qui existent. Et je me suis dit, mais pourquoi pas exploiter ces flux RSS pour les analyser et récupérer de l'information dessus. Donc ma difficulté, c'est que j'avais plein de flux, dont des flux qui n'étaient plus valides. C'était assez chronophage de faire cette analyse une fois par semaine pour aller récupérer les éléments. J'avais plein de formats différents et puis surtout, je n'avais pas un standard sur ce que je voulais sortir à la fin. Donc mon objectif, c'était automatiser ce travail de veille, mais automatiser aussi, vérifier que les sources étaient valides, cohérentes et correspondaient bien au thème que je voulais adresser. Ça, ce sont les différentes phases qui m'ont permis de créer mon application, donc de dire, voilà, première étape, j'ai utilisé l'IA, quels sont les flux RSS qui existent aujourd'hui sur tel thème, donc en l'occurrence, c'est autour de l'IA générative, et pour mon domaine métier. Pour mes directions scientifiques, pour les achats, pour la finance, pour l'IT. Donc j'ai listé tous les domaines qui m'intéressaient. Et puis d'obtenir ces flux, faire du nettoyage dedans, faire un résumé, et puis avoir un template, et puis ensuite diffuser. Cette partie-là, je ne l'ai pas fait de façon automatique. Et l'objectif, c'était, en phase de design, j'itère sur mes cas d'usage. Je ne suis pas du tout dans mon code, je suis vraiment dans mon côté visible de l'application. Vous allez dire, c'est très moche, mais ça rend énormément de services.
C'est très moche parce que ça, c'est juste le tableau de bord qui me permet de savoir où j'en suis, ce que j'ai fait. Mais dedans, j'ai plusieurs informations. Déjà, j'ai une catégorisation de chacun des flux. Est-ce que ça parle d'informatique quantique? Est-ce que ça parle des molécules, enfin de l'IA pour la gestion des molécules ou la direction scientifique? En tous les cas, j'ai une première classification qui est faite. Et puis, j'ai les liens vers les différents flux qui sont disponibles. Et puis, j'ai rajouté plein d'options à la fin au fur et à mesure, dont mesurer l'impact environnemental de mes consommations en utilisant une API d'Ecologit. Au final, je me retrouve avec une page comme ça, et pour les gens qui ont plus de 20 ans, ça va les faire rire, la première truc que j'ai analysé. Ce premier article, c'était sur le COBOL. Comment on peut moderniser les applications COBOL avec de l'IA. Ce flux, j'ai un pourcentage qui est calculé automatiquement lors de la récupération, qui me dit que cet article est pertinent à un certain pourcentage. Puis si cet article m'intéresse, parce que j'ai une première traduction qui est faite en français juste dessous, mais l'article est toujours dans sa langue originale, donc là, en l'occurrence, c'était en anglais, et je lui dis, je l'ajoute à mon rapport. Ça, c'est ma première étape. Puis ma seconde étape, une fois que j'ai tous mes articles, je lui dis, génère-moi un résumé de ce qu'il y a. Et pourquoi je ne le publie pas directement? Parce que je ne suis toujours pas satisfait du résultat que j'ai là. Donc là, c'est juste basé sur un prompt qui prend toutes mes sources de données, qui me fait une version en français. Juste en dessous, j'ai la version anglaise. J'ai un format qui est standard, donc pour ceux à qui ça parle, c'est du format Markdown, donc du document comme du code, doc as code, qui me permet de le recopier facilement avec la mise en forme, les gras, et surtout les liens vers les articles. C'était le point le plus important pour moi, toujours avoir les sources des articles que je récupère. Ça tourne que sur mon PC aujourd'hui, je ne l'ai pas déployé. Je pense que je le déploierai. Mais l'étape d'après, c'était de me dire, OK, j'ai fait ça sur l'IA, mais je peux peut-être trouver d'autres thèmes qui seraient intéressants. Et entre autres, j'ai un enfant qui est étudiant dans le domaine spatial, il fait de la veille aussi sur le même sujet. Je dis, voilà, on détricote tout ça, et moi, je vais pouvoir adresser un autre thème. Donc ça pourrait être du marketing, ça pourrait être du spatial, ça pourrait être de l'environnemental, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, rapidement, avec des outils de vibe coding, ce que j'ai fait, c'est que je me suis généré des applis et j'ai réussi à traiter, de gérer le contenu, et je l'améliore en continu. Et quand on blaguait sur la photo du livre blanc de la plage, je le fais dans les transports en commun, entre deux stations, sur le téléphone, en disant, tiens, je voudrais adopter telle fonctionnalité, ou le soir devant la télé, en me disant, tiens, ce truc-là, c'est pas trop comme je veux, et je laisse l'application générer. Je résume très rapidement, mais voilà, j'ai un résultat qui est cohérent, qui est scalable, puisque là, j'ai pu le tester avec d'autres solutions, je peux le déployer. Et surtout, au final, on se retrouve avec deux plateformes aujourd'hui que j'ai testées. Et ce que je vous disais au tout début, c'est que ce que je vous montre là, c'est déjà obsolète. C'est obsolète parce que Lovable a ramené pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont un mode plan qui permet de vérifier tout ce qu'on veut faire avant de générer l'application. Et pour moi, elle est plutôt visible, point de vue métier, très accessible, parce que c'est très facile d'aller déployer l'application sans avoir de connaissances techniques de ce que c'est qu'un cloud ou pas. Google AI Studio est plutôt orienté équipe tech, mais qui permet d'avoir plusieurs modèles de Gemini qui sont connectés derrière. Et surtout, en termes de design, vous voyez, la deuxième application était moins sexy que la première parce que c'était AI Studio et j'ai beaucoup moins de modèles de disponibles. Sauf que depuis AI Studio, ils ont rajouté deux choses. Ils ont rajouté Stitch, qui est une appli qui permet de designer son application un peu à la style de ce qu'on a avec du Figma. Et ils ont rajouté depuis vendredi dernier la partie base de données qui permet de stocker de façon sécurisée. Ce que je ne l'ai pas dit, mais dans les deux cas, vous avez accès au code. Le code, si vous connectez à un repo GitHub, vous avez accès au code. Sur Lovable, vous pouvez le faire dans les deux sens. Et sur Google AI Studio, vous pouvez juste le descendre. Pourquoi je dis dans les deux sens? Parce que la plupart du temps, je modifiais sur mon poste en local et je repoussais après sur Lovable. J'ai presque terminé. Voilà, c'est ces petits outils qui existent. Il y en a plein d'autres aujourd'hui sur le marché. Vous les retrouverez dans le livre blanc pour certains. Mais regardez ce qui est possible de faire. Et pourquoi j'ai travaillé là-dessus? Parce qu'on s'attend à ce que nos métiers utilisent ce type d'application et vont dupliquer les modèles qu'ils avaient avec leur macro Excel dans leur coin ou leurs petites applications qui traitaient à droite à gauche. L'objectif, c'est de voir comment on peut industrialiser ce type de besoins et les ramener dans notre écosystème et les faire rentrer dans les cycles de développement logiciel habituels. Et les questions qu'il faut se poser, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le point sur la sécurité, c'est est-ce qu'on peut ajouter des contraintes dans le modèle, injecter des contraintes comme je le mettais au tout début, mais surtout est-ce qu'on peut auditer le code qui en est produit, on peut le récupérer, et est-ce qu'il y a des dépendances par rapport au modèle qu'on soit en train d'utiliser? Lovable, on ne choisit pas le modèle. Google, ce sont les modèles de Google, mais il y en a plusieurs. En tous les cas, ça vous permet d'avoir des premières versions qui sont disponibles. J'ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup Yannick. Est-ce qu'il y a des questions pour Yannick? Juste une question là.
Oui, merci pour la présentation. Alors moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas levé la main sur le vibe coding. Je connaissais de nom. Les deux petites questions. Oui, Didier Langolf, le DSI du département de la Haute-Garonne. Deux petites questions qui n'ont pas été abordées. C'est bon, la première, premier cas d'usage, c'est un peu une application, je dirais, jetable, c'est-à-dire vous l'avez faite pour un événement que vous pouvez reprendre, hein, mais le deuxième, c'est un peu plus pérenne, c'est est-ce que ces plateformes de vibe coding permettent de commenter le code? Vous avez dit qu'on peut récupérer le code, mais est-ce qu'il est commenté? Et est-ce que derrière, d'autres personnes, du coup, peuvent le maintenir? Puisqu'il y a aussi le fait de produire quelque chose qui va rester dans le temps. Dans les deux cas, en fait, on a chaque modification qu'on fait, il y a un commit qui est fait au niveau du code, un commit qui explique quels ont été les changements. Et en plus, dans le code, on peut le spécifier dès le début. Alors, je ne l'ai pas montré, mais sur IA Studio, il y a vraiment une partie où on dit voilà toutes les instructions qu'on peut donner, donc commenter le code. Pourquoi je dis que le code, à la fin, n'est pas si génial que ça? Parce que j'ai testé une autre appli, et vous la verrez dans le livre blanc sur la traduction de slides. On a demandé à une équipe de dev de l'analyser et de voir ce qu'il pouvait faire. Et il me dit, au final, il y a plein de redondances, mais j'arrive à comprendre la logique, le découpage, et donc j'arrive à analyser ce qu'on est en train de faire. Ce qui est vraiment important, c'est que Lovable, vous arrêtez l'abonnement, vous avez le code, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Comme AI Studio, pareil. Donc on a quelque chose qui est lisible. Le petit point de vigilance qu'il faut avoir, c'est qu'ils n'utilisent pas forcément des mises à jour, les derniers modèles de mise à jour. Dans les deux cas, j'étais avec du Node. Le modèle de Node.js qui était mis à disposition, ce n'était pas la dernière version. Donc vous faites un audit en local et puis vous arrivez à voir où vous en êtes et faire les corrections. Ok, super, merci.